Une charte de bonne conduite construite autour de 3 points avec un objectif, apaiser les discussions entre d'un côté les industriels, de l'autre les distributeurs. Tous les principes ont été acceptés et signés par chaque partie. Première règle, le respect mutuel lors des échanges. La deuxième, une attention particulière sera portée aux PME qui pourront bénéficier d'un traitement différencié. Et enfin, la valorisation des produits frais et de l'origine. Rien en revanche sur le respect de la loi Egalim qui encadre justement ces négociations commerciales et qui doit assurer une juste rémunération des agriculteurs. D'ici au 1er mars, ces pourparlers fixeront les tarifs en rayon des produits de grandes marques. Des décisions qui auront ainsi des conséquences directement sur le pouvoir d'achat des Français. L'année dernière, les industriels avaient obtenu 1,5% de hausse moyenne des prix. Ils réclamaient 5,7%. Des négociations pendant lesquelles l'autre partie, les distributeurs, cherchent souvent à obtenir le prix le plus compétitif afin d'attirer les clients. Et donc, top départ de ces négociations maintenant, Clémence Delabaume. Comment ça se passe, ce genre de négociation, concrètement? Tout le monde vient autour de la table avec ses desiderata? Oui, où ça se passe en visioconférence. En fait, vous avez 2 camps. Vous avez d'un côté les acteurs de la grande distribution qui, veulent, acheter les produits aux industriels le moins cher Mmh. possible pour pouvoir vendre le moins cher possible parce qu'évidemment, plus le prix est bas, plus on attire le client. Ouais. Et de l'autre, vous avez les industriels de l'agroalimentaire qui ont, des objectifs, complètement, opposés puisque eux, ils veulent vendre au contraire le plus cher possible pour pouvoir, conserver, leur marge et leur rentabilité. Donc vous avez des objectifs antagonistes qui fait que c'est extrêmement, tendu, qu'en Tendu, ouais. général, on se livre une bataille acharnée par médias interposés. Il y avait un représentant d'un industriel qui me disait que, c'était tellement tendu qu'il en faisait des insomnies. Il n'arrivait pas Ah à oui. dormir. Donc les pressions psychologiques Mmh. sont extrêmement, fortes et c'est vrai que c'est d'autant plus tendu, cette année que le contexte économique est, tendu. Vous avez cette incertitude politique qui fait que les entreprises ne savent pas à quelle sauce fiscale elles Mmh. vont être mangées, Mais impôts, oui. elles vont devoir payer l'an prochain. Vous avez, ces plans sociaux qui se multiplient, vous avez cette consommation, qui ne repart pas, consommation en berne et voilà, tout ça crispe encore un peu plus cette année, le débat. Alors, on le disait, c'est un débat qui revient chaque année. C'est un système typiquement français, il faut bien qu'on le comprenne. Et c'est un moment presque théâtral, comme nous le racontait ce matin Michel-Édouard Leclerc, qui était l'invité de Apolline de Malherbe sur BFM TV. Non, il faut savoir qu'il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que toutes les grosses boîtes avec qui on est amené à discuter ne font ça qu'en France. Les mêmes, les Nestlé, les grandes marques internationales n'ont pas à monter comme ça sur l'estrade et à faire la danse du cygne. La danse du cygne, Léonard Prunier, parce qu'un cygne, ça peut être agressif dans cette charte. À l'article 1, c'est justement un guide de bonne conduite. Donc, c'est dire combien ces discussions, elles sont d'ordinaire houleuses. Ah ben, les discussions peuvent être houleuses. L'enjeu est très fort pour toutes les entreprises. Et je dirais, moi, ce que je retiens dans cette charte comme axe majeur, c'est enfin, tout le monde reconnaît qu'on ne peut pas traiter de la même manière les petites entreprises des grandes entreprises. Et ça, c'est un point majeur qu'on défend la FEF depuis longtemps. Donc vraiment, c'est un progrès. Et là, on va pouvoir négocier pour nos PME ETI avant le 15 janvier. Et ça, c'est fondamental. Parce que l'enjeu, c'est l'emploi. Hein, vous parlez du pouvoir d'achat, mais le premier pouvoir d'achat, c'est de continuer à avoir des entreprises qui produisent en France. Mais encore faut-il que chacun respecte cette charte, parce que finalement, elle n'est en rien contraignante. Chacun fera bien comme il veut, donc c'est juste pour faire montre de bonne foi. Ah non, c'est plus, vous savez, chacun s'est engagé. C'est une discussion. Tous les distributeurs ont été très actifs pour arriver à une conclusion sur cette charte. Donc ils y tiennent. Non, non, il y a un moment, il faut aussi voir le côté positif des choses. Ça avance. Nous, au niveau de la FEF, on espérait qu'il y avait plus d'entreprises concernées. Mais voilà, c'est un premier pas qui est une reconnaissance de la différenciation. Et on va progresser tous ensemble. À un moment, il faut accepter aussi le consensus. Chacun a dû faire un compromis sur cette charte pour pouvoir avancer. Mais il faut voir le verre à moitié plein. Vous êtes aussi le dirigeant d'une charcuterie familiale sartoise, Maison Prunier, qui a votre nom. Et quel type de difficultés vous éprouvez chaque année lors de ces discussions? C'est justement pour ça que pour vous, c'est important qu'il y ait cette distinction entre les PME, les petites et moyennes entreprises, et les grands groupes? Ah ben, l'enjeu pour un dirigeant de PME, c'est plus vite les négociations sont finies, plus vite on peut se concentrer sur nos investissements, sur la création d'emplois, sur le développement des produits. Il faut avoir en tête que les négociations commerciales sont prévues en France pour durer 3 mois. 3 mois, c'est un quart de l'année. C'est beaucoup trop long, c'est pas possible. Et l'important, ce qu'on a besoin tous ensemble, c'est de bâtir dans le temps long.
On est tous interdépendants, hein. Moi, j'ai besoin de producteurs, notamment de porc en France. J'ai besoin des clients distributeurs pour pouvoir distribuer les produits. Les consommateurs doivent avoir un juste prix. On est interdépendants. Donc, il faut qu'on gagne du temps, qu'on soit plus réactif et surtout qu'on se concentre sur la création de valeur ensemble. D'autant qu'on imagine, comme nous le disait Clémence Delabaume en plateau, que vous êtes un peu suspendu à ces discussions sur le budget en ce moment. Ah ben, je dirais, au-delà de nos incertitudes liées à nos relations commerciales, il y a évidemment ce budget, ces impôts qu'on entend venir de partout, mais on ne sait pas trop à quoi on va s'en tenir. Le contexte aujourd'hui est extrêmement compliqué, et là, je dirais, cette charte, elle démontre aussi que les acteurs, quand ils discutent, sous l'impulsion de nos ministres, Annie Genevard et Serge Papin, on arrive à trouver un accord, on arrive à avancer. On a fait un consensus, on a tous fait des concessions pour pouvoir y arriver, et ça, c'est fondamental. Et il faut vraiment changer de culture. Il faut sortir de cette culture du conflit pour arriver à cette culture où on co-construit ensemble. Et c'est vrai, vous l'avez dit, les ministres Annie Genevard et Serge Papin sont pleinement engagés sur ce débat, Yael. Oui, ils vont faire en sorte justement de s'assurer, un peu comme arbitre extérieur, qu'il y a bien un respect mutuel entre les différentes parties et pas cette culture du conflit dont parlait Léonard Prunier. Moi, j'ai une question pour Léonard Prunier. Est-ce qu'on est capable de faire un bilan de Egalim? Parce qu'on en parle chaque année depuis 2018. Je crois qu'il y a eu 3 versions législatives d'Egalim. Est-ce qu'on est capable de le dire? Il y a des députés qui avaient tenté cet hiver de faire le bilan de cette loi. Et grosso modo, c'est très difficile parce que les prix étaient volatiles entre 2022 et 2024. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça a marché? Pardon, avant de vous entendre, peut-être qu'on va réappeler ce que c'est Egalim à nos téléspectateurs avec Clémence. Oui, alors la loi Egalim, elle permet notamment d'encadrer ces négociations commerciales en permettant de protéger le revenu des agriculteurs en sortant de ces négociations le coût des matières premières. Donc, exemple, je suis un industriel, je fabrique des chips par exemple. Pour fabriquer mes chips, j'ai besoin de pommes de terre et d'huile d'olive. Ces pommes de terre et mon huile d'olive m'ont coûté tant. Eh bien, le coût de ma matière première, c'est-à-dire de ma pomme de terre et de mon huile d'olive, est non négociable, c'est-à-dire qu'il est préservé. Et ça, je n'ai pas le droit de le négocier avec le distributeur que j'ai en face de moi. En théorie, ça permet de protéger le revenu des agriculteurs, sauf qu'en général, dans les faits, c'est souvent contourné par les distributeurs. Alors, Léonard Prunier, est-ce que ça fonctionne? Egalim, il y a 2 parties, il faut bien voir. Il y a la relation industrie-monde agricole. Nous, nos entreprises, c'est 78% de matières premières agricoles françaises, c'est 46% de matières premières agricoles sous signe de qualité. Donc sur cette partie-là, ça fonctionne. Par contre, Egalim a été étendu à la relation entre nous, PME-ETI, et la distribution. Et là, le constat, nous, il est sans appel. On est passé depuis 2018 de 19% d'entreprises déficitaires à 30%. C'est beaucoup trop compliqué pour nos entreprises de petite taille. C'est pour ça que nous, on réclame à la FEF, mais ça sera à l'étape d'après, c'est pour les entreprises qui font moins de 350 millions de chiffre d'affaires, donc qui sont des ETI encore fragiles, qu'on passe à un système beaucoup plus simple, sans formule de calcul, qui se base sur le tarif de l'industriel. Et ça, je reste confiant, ça sera l'étape d'après. On finira par convaincre toutes les parties prenantes. Mais le système aujourd'hui, nos entreprises, si ça fonctionnait, elles ne seraient pas autant en difficulté. Parce qu'on a sanctuarisé la matière première agricole, mais nous, ce qu'il faut qu'on sanctuarise, c'est notre tarif industriel, c'est notre prix complet, nos salaires. On ne parle jamais des salaires. Les impôts, on en parlait tout à l'heure. Quand ils augmentent, il faut qu'on puisse ajuster. Donc aujourd'hui, on a besoin de simplifier les relations. Mais quand moi, je ne parlerai pas d'Egalim de manière générale, je parlerai juste de la relation PME-ETI, grande distribution. Vous avez eu des augmentations de coûts de production ces dernières années? Aujourd'hui, l'inflation, une grosse partie est restée dans nos entreprises. C'est pour ça qu'elles sont de plus en plus déficitaires. Donc il y a un vrai sujet de fond. Et surtout ce qu'il faut voir, c'est que le cercle vertueux, c'est le cercle où l'entreprise est bénéficiaire, elle peut investir, ce qui lui permet de se robotiser, de se mécaniser. Aujourd'hui, il faut réenclencher ce cercle et puis surtout de créer de l'emploi. Nos entreprises aujourd'hui ne créent plus d'emplois et ça, c'est pas normal. Alors on va écouter justement Michel-Édouard Leclerc, qui était donc l'invité de BFM TV ce matin, qui s'est exprimé sur est-ce qu'il faut s'attendre de nouveau à des augmentations des prix dans les rayons. Le fait aussi que les grandes marques industrielles en aient pris un sacré coup après 22% d'inflation en 2 ans où ils ont tapé, les grandes marques ont tapé le portefeuille du consommateur, tout ça, ça se recale. Et je pense qu'on va arriver à... On ne va pas restituer les hausses d'hier, mais je pense que c'est calmé. Il y aura une inflation entre moins 0,1 et plus 0,1, quoi. Léonard Prunier, vous faites le même constat. Peut-être qu'on peut s'attendre à ce que finalement les prix n'augmentent pas tant cette année?
Ah ben, globalement, on voit que l'inflation est autour de 1%. Le prix de vente consommateur est fixé par le distributeur, c'est pas l'industriel qui le fixe. Et après, il y aura sûrement besoin d'un rééquilibrage, je dirais, sur le prix de vente au distributeur. Nous, nos entreprises, en moyenne, on est à peu près à 3% de besoin de revaloriser vis-à-vis des distributeurs. Et après, les distributeurs feront leurs équilibres. Donc voilà, c'est pas une répercussion immédiate, mais c'est un équilibre à trouver. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que nos entreprises, si elles vont mal, il y a moins d'offres pour le consommateur en rayon. Donc c'est important qu'il y ait un équilibre juste qui soit trouvé, un juste prix à chaque maillon de la chaîne. Et vous faites le même pronostic que Michel-Édouard Leclerc? Plus 0,1, plus 0,2%? J'ai pas la vision globale que peut avoir Michel-Édouard Leclerc, mais globalement, on voit qu'on n'est plus sur un choc inflationniste qu'on a eu avant. Mais nos entreprises ont besoin de reconstituer et de créer de l'emploi et d'investir. Et puisque vous parliez de choc inflationniste, c'est vrai qu'on revient de loin. On va voir ça avec vous, Florent Boutet. Bonjour à vous. Florent, l'inflation, c'est vrai, elle est certes moins forte, mais elle est toujours présente. Oui, c'est vrai. Pour bien l'appréhender, cette hausse des prix, regardez, on va passer par un indice qui est celui des prix à la consommation. On se rend très bien compte que depuis les années 2000, et puis même un peu avant, on n'avait pas dépassé une inflation de 2%. Et puis, à partir de l'épidémie de la Covid, on est passé de 0%, regardez, jusqu'à plus 5,2% sur 2022 et une inflation quasiment équivalente en 2023, plus 4,9% avant de redescendre l'an dernier à plus 2%. Attention, l'inflation est redescendue, ça ne veut pas forcément dire que les prix ont descendu. Non, non, il y a bien un plus ici, il n'y a pas un moins. Résultat, ça n'a pas annulé la hausse des années précédentes, c'est plus 2%. Il se rajoute au plus 4,9 et au plus 5,2 des années précédentes. Voilà pourquoi les Français ont l'impression que leur porte-monnaie est très, très pressurisé depuis quelques années. Et c'est vrai, et concrètement, Florent, on va d'ailleurs voir quelques exemples de produits avec vous. Oui, c'est vrai, avec des raisons multiples qui expliquent ces hausses de prix. Regardez les cours mondiaux, la demande internationale qui est très soutenue, avec des ressources sur la planète qui sont limitées. Résultat, l'inflation, elle est démentielle en ce qui concerne le café torréfié, plus 27%. Et oui, c'est vrai. Regardez aussi le chocolat, plus 20%. Quasiment pour ces deux produits qui proviennent notamment d'Amérique du Sud. Ces derniers temps, on a moins déforesté en Amazonie, c'est bon pour la nature, seulement voilà, la demande, elle augmente et donc les prix, il y a des tensions et les produits dérivés comme le cacao en poudre ou le café en dosette subissent aussi la même tendance. Regardez, la fiscalité aussi, elle évolue, la politique sanitaire, la taxe sur le sucre, une incidence sur les sodas, inflation, plus 11% sur un an. Les jus de fruits et les limonades suivent là encore, dans une moindre mesure, la même tendance. Il y a aussi la crise agricole, le changement climatique, des sécheresses plus intenses, moins de rendement, des problèmes notamment sur le maïs dans le sud-ouest. C'est la nourriture principale des bovins. Résultat, la viande hachée, plus 12% sur un an cette année. Regardez les conflits aussi qui pèsent sur les matières premières, pétrole, gaz ou encore terres rares, des risques d'approvisionnement. On terminera quand même par certains prix qui baissent. Et oui, des exceptions notables, il faut les mentionner. La lessive, les huiles ou encore les farines, tous ces produits baissent de 5% ou un peu plus. Merci beaucoup Florent Boutet pour toutes ces explications. Merci pour vos précisions et votre travail de recherche. Léonard Prunier, c'est quoi le juste prix du coup? Il faut trouver pour vous l'équilibre, c'est ce que vous nous disiez, parce que vous n'avez pas négocié le prix directement, vous allez négocier avec la grande distribution qui, elle, ensuite répercutera ou non les prix que vous aurez décidés. Ah ben voilà, le juste prix pour une PME TI des territoires, c'est de vendre à un prix qui lui permet d'investir, d'embaucher, de créer des emplois et de se projeter sur l'avenir. C'est là où est tout ce travail. Alors, c'est l'objet des discussions. Nos entreprises, il est important qu'on ait des produits qui correspondent aussi aux attentes des consommateurs, que le grammage soit le bon, que le produit corresponde à ce qui est attendu. Donc, c'est ça l'objet des discussions. Mais c'est primordial. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que demain, on veut des rayons dans les linéaires qui sont un peu monolithiques ou est-ce qu'on veut de la diversité de l'offre? Et là, je dirais que le consommateur a vraiment un impact. C'est par ses achats qu'il fait la consommation. Et notamment, c'est pour ça qu'à la FEF, on a créé maintenant, il y a 10 ans, notre label PME+, qui est le label des entreprises engagées sur le territoire pour que les consommateurs identifient les produits d'entreprises de territoire. Parce que derrière, c'est tout un cercle vertueux. Quand on consomme un produit fabriqué sur le territoire, c'est aussi des charges sociales, c'est tout ça. Donc, on est dans le cercle vertueux. Est-ce que vous, chez Maison Prunier, avec cette inflation, vous aviez vu les conséquences? Est-ce que vous aviez eu une baisse de la consommation? Alors globalement, nous, chez Maison Prunier, on est positionné sur des produits, je dirais, de haute qualité, multi-médaillés au concours agricole. Donc, le consommateur a réussi à accepter ces variations de prix. Donc ça, c'est très rassurant parce qu'avec nos produits, il se fait plaisir. Mais c'est une tension pour nous parce qu'il y a toujours cette crainte à un moment de plus être au prix à bien positionner. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas chez nous et on continue à développer des produits qui donnent du plaisir.
Et vous l'avez dit, ils donnent du plaisir, mais surtout aussi, ils sont faits en France. On sait qu'il y a cet engagement aussi dans cette charte de bonne conduite sur l'origine des produits. Il y a une vraie volonté du côté des Français et des consommateurs de savoir d'où viennent les produits qu'ils achètent. Vous parliez de la diversité dans les rayons, mais cette transparence-là aussi, elle est nécessaire. Ah ben pour nous, elle est fondamentale, qu'il y ait une information vis-à-vis du consommateur. C'est à lui après de faire ses choix, mais pour qu'il puisse faire un choix, il faut qu'il connaisse l'origine des matières premières, le lieu de fabrication. Et là, on voit qu'on progresse parce que c'est important et parfois les consommateurs peuvent avoir des surprises. Donc voilà, et plus on ira vers la formation, plus le consommateur pourra faire des choix. Après, il ne s'agit pas d'être dans la contrainte, il s'agit d'être dans le choix, l'orientation et la transparence. À l'initiative des sénateurs écologistes, il y aura bientôt une commission d'enquête sur les marges des industriels par rapport à cette loi Egalim. Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous craignez des choses par rapport à ce que pourraient trouver les sénateurs? Ah ben, sur l'environnement TPE, PME, TI du territoire, ils vont regarder de près. Je pense qu'ils vont être surpris du peu de marge que l'on a. Donc ça, c'est un vrai sujet. On voit bien qu'en fait, la complexité qui a été créée dans la loi dans les négociations commerciales avec les solutions est en défaveur des PME. C'est pour ça qu'il faut des règles du jeu différentes et des règles du jeu beaucoup plus simples pour nos entreprises. Je parlais d'un tiers d'entreprises déficitaires. Je crois que le résultat net moyen, c'est autour d'1%. Ça ne permet pas d'investir. Donc là, on voit bien que le système qui a été créé collectivement, il est en défaveur de nos entreprises du territoire français. Vous êtes dans quel état d'esprit là, à l'abord justement de ces négociations qui débutent aujourd'hui jusqu'à la fin février? Vous l'avez rappelé, pour les PME, normalement, ce sera 1 mois et demi au lieu de 3 mois. Vous êtes serein, vous êtes combatif? Ah ben on est toujours combatif, on a tous à faire valoir nos arguments pour vendre au juste prix. Mais je dirais le fait que pour nos entreprises, ça s'arrête le 15 janvier, c'est vraiment fondamental. Parce que comme ça, on peut tout de suite se projeter sur le développement commercial, sur l'innovation. Et ça, c'est primordial. Je disais tout à l'heure, 3 mois de négociation, c'est un quart de l'année, c'est pas possible. L'enjeu, c'est comment, avec nos clients et avec le monde agricole, comment on crée de la valeur ensemble. Et c'est là-dessus qu'il faut se remettre en marche avant sur la création de valeur. Merci beaucoup Léonore Prunier d'avoir été avec nous sur France Info pour en parler. Merci Clémence Delabaume et Yael Gauz. On vous retrouve évidemment tous les jours sur France Info.